Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans la une. Ce soir, on va justement faire un focus sur ce projet de levée de l'immunité parlementaire du député Mohamedou Farba Ngom. Justement, la procédure a été enclenchée, et les délais donc sont précisés. Voilà, il y a le juge d'Em et aussi Ibrahim Seck qui alerte un peu sur les risques de poursuite, de poursuite sélective, on va le dire comme ça. Bien sûr, là, au niveau de la paire, on se réunit aujourd'hui pour un peu voir la réponse à apporter à cette question-là. Alors, second sujet, un peu connexe à celui-là, c'est bien sûr de la Mauritanie où il était le Premier ministre, justement, à parler de ce rapport de la Cour des comptes pour dire qu'effectivement, les Sénégalais seront bientôt édifiés sur les malversations financières et tout, au niveau du budget, les déficits, la falsification des chiffres dont lui-même il a eu à parler. Là aussi, on y reviendra un peu. L'insécurité, l'affaire Diarisso, vous vous rappelez du nom de cette jeune mineure qui a été assassinée pour tentative de viol. Au niveau de Malika, les femmes qui ont marché, et des prestations, l'insécurité ambiante, souvent ça ne vient pas toujours de délinquants notoires, mais de personnes apparemment normales. Nous avons ce souci-là, comme certainement dans beaucoup de sociétés, avec une criminalité galopante sur laquelle on va discuter un peu. Voilà le sommaire de ce soir. Nous sommes avec nos chroniqueurs du jour. Ablaye Boy est de retour. Ablaye, bonsoir. Bonsoir à vous, Hassan, et bonsoir Mme Albert, et bonsoir aux téléspectateurs de Réumi TV et auditeurs de Réumi FM. Mais tous nos condoléances encore. Merci. Que le bon Dieu l'accueille au décès de votre sœur. Amin ya Rabbal Alamin. Voilà, Maoudou, bonsoir. Bonsoir Hassan, bonsoir Abdoulaye. Encore une fois, mes condoléances à Abdoulaye et sa famille. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On a la technique, Maïbeng Dieng s'occupe des opérations, mais aussi au niveau de la radio, la 97.5. Diao et Béchir sont là aussi, en train d'assurer aussi la partie technique. Merci. Vous pouvez également nous suivre sur nos différentes plateformes, comme vous le savez, Réumi officiel, YouTube, Facebook, etc. Merci en tout cas d'être là avec nous. Ablaye, on va démarrer avec vous ce soir. Justement, apparemment, Farba est dans de beaux draps. La procédure est vraiment enclenchée pour la levée de son immunité parlementaire. Le délai est même fixé, je pense, 17 ou 18 janvier, justement, pour une plénière. Pour le moment, peut-être, c'est un peu les réunions au niveau de la conférence des présidents, etc., etc. Oui, je crois bien que c'est, pour moi, dans l'ordre normal des choses, et par rapport véritablement à la reddition des comptes, et parce que ce n'est pas une première qu'un honorable député connaissent véritablement la levée de son immunité. Je rappelle que ceux-là qui contestent aujourd'hui et qui, selon eux, véritablement, selon eux, le Sénégal est dans une situation véritablement de dérive dictatoriale. Je crois bien que la 13e législature, autant la 14e législature, ont véritablement procédé à des levées d'immunité parlementaire basées sur des soupçons ou véritablement de détournement de deniers publics. Et j'ai même insisté sur l'enrichissement illicite. Je rappelle que la 13e législature, autrement dit la première sous l'ère du président Macky Sall, après l'installation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, je rappelle qu'on avait procédé à la levée de l'immunité parlementaire des députés Omar Sarr, Ousmane Ngom, Abdoulaye Baldé et d'autres. Et Moussa Tim, voilà, tout ça. Il y a plein. Lors de la 14e législature, on a assisté à la levée de l'unité parlementaire. Je cite le cas de Khalifa Sall. Al-Khali Cissé et tout. Je crois bien que Khalifa Sall a vécu véritablement la même chose. Donc aujourd'hui, si véritablement un député est en tout cas soupçonné en tout cas de blanchiment d'argent, parce que l'on parle d'un pactole de près de 125 milliards avec des sociétés tampons. Et il ne faut pas oublier qu'au-delà de ces organes de contrôle qu'on a l'habitude de citer, à savoir l'inspection générale d'État, la Cour des comptes,
l'Office de lutte contre la fraude et la corruption, etc., etc., il ne faut pas également oublier qu'il y a la cellule chargée du traitement des informations financières, à savoir la CENTIF. La CENTIF peut faire des déclarations de soupçons sans que vous-même vous ne soyez au courant. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de déposer, par exemple, certaines sommes à la banque, dès l'instant que vous déposez une somme de 5 millions, disons 10 millions, mais il y a une déclaration de soupçon qui est lancée. Et c'est la cellule de traitement des informations financières qui est chargée véritablement de mener le travail en amont. Alors que la personne qui vient de faire le dépôt n'est même pas au courant. Donc ici, je ne vois pas de bras-le-bas de combat pour aller dans le sens, en tout cas, de tenir des propos à la limite qui remet même en cause notre commune volonté de vivre ensemble. J'ai vu un responsable ou un ancien responsable de l'APR, ou en tout cas qui a été récemment aux côtés d'Amoudouba, parler véritablement de choix ethnicistes. Je crois bien que ce sont pour moi des dérives communicationnelles. On est en train d'ouvrir des brèches. Oui, mais c'est d'une gravité incommensurable, parce qu'en réalité, ces genres de débats-là, on ne doit pas les laisser prospérer dans ce Sénégal-là. Donc, je crois bien qu'aujourd'hui, personne n'a dit que Farba Ngom est coupable. Je crois bien que Hadimba de Locafrique, il est homme d'affaires, il est en prison depuis plusieurs mois. Il y a d'autres également qui ont été placés sous mandat de dépôt à l'image de la Diop, ancien ministre des Sports. Donc, de ce point de vue-là, l'on ne saurait parler, oui, c'est le droit le plus absolu d'appeler un rassemblement au niveau de le siège, à la permanence de l'information politique, sur la route de Ouakam. C'est tout à fait normal de rendre public un communiqué, que ce soit au niveau de Matam, que ce soit au niveau des instances de la paix ou véritablement du secret exécutif. C'est le droit le plus absolu. Mais je crois bien que jusqu'au moment où nous parlons, il y a toujours la présomption d'innocence qui prévaut. Donc, de ce point de vue-là, l'on ne saurait parler véritablement de choix délibérés et consistants à liquider véritablement un adversaire politique qui s'appelle Farba Ngom. Je crois bien qu'il faut laisser la justice faire son travail. Il faut laisser l'Assemblée nationale véritablement faire son travail s'il s'agit de lever d'immunité parlementaire de députés et quel que soit par ailleurs le député. Et maintenant, on jugera de l'impartialité de la justice par rapport aux faits. Je crois bien que c'est là où c'est important. Parce que aujourd'hui, je crois bien que nous, au Sénégal, un pays pauvre très endetté, depuis pratiquement 25 ans, Hassan, je dis depuis l'avènement de l'Ibou, depuis 25 ans, l'on nous parle de milliards dans ce pays-là. À telle enseigne qu'aujourd'hui, le milliard paraît être une somme dérisoire. On communique sur les milliards. Oui, pour nous, au Sénégal... Pour certains, c'est dérisoire. Oui, c'est dérisoire parce qu'en réalité, on a tellement l'habitude d'entendre véritablement milliards. C'est tellement redondant qu'aujourd'hui, que le citoyen ne peut pas mesurer véritablement la globalité. C'est 1000 millions. Je vous dis. Voilà. Maintenant, quand on parle de milliards, Hassan, on ne parle pas d'1 milliard, on parle de 20 milliards, on parle de 80 milliards, on parle de 100 milliards. Oui. Mais je crois bien que la personne qui véritablement est au cœur d'une affaire où l'on parle de plusieurs dizaines de milliards doit être en mesure véritablement de prouver son innocence. Il ne m'appartient pas moi, citoyen sénégalais lambda, qui peine à rassembler 100 000 francs. Ok, et on me dit que quelque part, une personne est soupçonnée d'avoir détourné ou d'avoir ceci, etc., sur des milliards, des dizaines. Je crois bien que là, à ce niveau, tout citoyen sénégalais doit demander à la justice de faire normalement son travail parce que ces milliards dont on parle, ces milliards dont il s'agit, n'appartiennent pas à la personne, ce sont des milliards qui appartiennent normalement au peuple sénégalais. Donc, je crois bien qu'il faut savoir laisser la justice faire son travail, mener les enquêtes qu'il faut et se dire qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'une personne est soupçonnée, ce n'est pas parce qu'une personne est citée dans une affaire que la personne, au bout du compte, sera coupable. Donc, laissons, à mon avis, la justice faire son travail et de ce point de vue-là, nous ne serons plus dans des orientations politiciennes ou véritablement dans des orientations ou des débats avec des approches communautaristes, régionalistes, ethnicistes. Je crois bien que ce n'est pas cela le Sénégal. Ce n'est pas ça le Sénégal, justement, Mamadou. Vous avez suivi certainement l'évolution de l'affaire, on en a parlé la dernière fois, et c'était lundi dernier. Là, ça se précise, véritablement, la procédure est déjà enclenchée au niveau de l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire de Farba.
Mais il y a le juge Dème, il y a aussi Ibrahima Seck, il y a un certain nombre de personnalités quand même qui commencent à alerter, même s'ils se sont d'accord sur le principe, ils se disent, bon écoutez, évitons quand même de s'inscrire dans une dynamique effectivement de justice sélective ou de chasse aux sorcières. Je pense qu'on est encore au début d'une procédure judiciaire normale. C'est une enquête judiciaire. Ça porte sur des sommes d'argent assez importantes. Je pense que c'est assez étonnant quand même ce type de réaction. Parce que on est dans une information judiciaire. Je pense que le bon sens voudrait quand même que les gens félicitent la CENTIF pour avoir fait respecter la procédure à sa fonction. Ça, c'est bien. À partir du moment où il y a 125 milliards qui transitent dans des banques et ces sommes d'argent sont suspectes, qu'un organe quand même habilité, qui a la compétence, qui a l'expérience, qui a la mission de mener ce type de travail-là, s'il fait son travail, on devrait s'en féliciter. Moi, je ne vois pas de sens par rapport à un juge Dème, par exemple, pour le citer. Ok. Je trouve que c'est absurde qu'une institution fait son travail, on tire sur les conséquences. Alors qu'on est qu'au début d'une procédure normale. Et je crois qu'à ce niveau-là, il faudrait que le Forum civil et les juges Dème qui sachent qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent que la CENTIF se taise, ferme les yeux, comme peut-être que ça a dû être le cas sous le règne de Macky Sall. Parce que ça, c'est une affaire qui ne remonte pas du tout de 2024. Ça remonte à 2020, 2021, 2022, 2023, il y a 4 ans. Je pense que la transparence, quand même, voudrait qu'on félicite cette CENTIF, mais qu'on félicite également le procureur de la République qui a saisi l'Assemblée en respectant... Et qu'il y ait diligence. En respectant la procédure. C'est un député, au lieu d'aller le cueillir chez lui et de l'amener en prison, on va passer par une procédure normale. On saisit l'Assemblée et l'Assemblée même, à ce niveau-là, respecte toute la procédure. Il y a une requête, il y a un bureau, il y a les présidents des commissions, il y a la plénière, mais toutes les procédures judiciaires sont respectées et par la CENTIF, par le juge, par l'Assemblée, et on crie sur quelque chose qu'on ne sait même pas encore quelle est l'ampleur du dégât. Oui, parce qu'il faut bien creuser aussi. Mais on n'est qu'au début. Ce que la CENTIF fait, c'est... En plus que ce n'est pas seulement Farba, il y a par terre de personnalités qui sont... Mais ce n'est pas seulement Farba, mais c'est l'institution Trésor public qui est en jeu. Moi, je ne sais pas comment les gens ils réfléchissent. C'est le Trésor public qui verse de l'argent public à des privés. La somme atteint 125 milliards. Il y a des sociétés écrans. Mais comment on peut ne pas... On ne peut pas ne pas enquêter. Mais attends, c'est l'argent public, c'est le Trésor public qui a fait des virements qui sont passés par SAR à Farba et d'autres Farba. Mais quand vous êtes devant une nébuleuse financière et c'est de l'argent public, si vous ne mettez pas en place des mécanismes pour vérifier au moins qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'à ce niveau-là, vraiment, les gens doivent quand même être beaucoup plus sereins. Si on veut la transparence. Si on ne veut pas la transparence, je peux comprendre. Mais si on exige... Peut-être la célérité avec laquelle... Non, il n'y a pas de célérité. 125 milliards d'un trésor public. Mais si ça ne scandalise pas les gens, je me demande qu'est-ce qui va les scandaliser. Quand même. Je me demande, honnêtement, 125 milliards... Et surtout, quand on n'est pas capable d'être au courant d'un vol de plus d'un demi-milliard dans votre domicile pendant plusieurs jours, ça devrait interpeller tout un Sénégalais. Je crois bien qu'à un moment donné, on avait dit qu'on avait volé chez Farba près de 800 millions ou 600 ou 800 millions. Mais comment peut-on voler? Comment vous, Hassan, si on vous prend 10 000 francs, tout de suite vous êtes au courant? Même 1000 francs. Voilà. Mais on vous prend plus d'un demi-milliard. Il a fallu des heures ou des jours pour que vous soyez au courant. Mais c'est problématique.
Mais rien que cela devrait pousser véritablement chaque Sénégalais à dire oui, nous voulons véritablement une enquête impartiale, juste et objective et pertinente pour que l'on puisse situer les responsabilités. Il faut quand même que la vérité puisse éclater. Des gens se sont arrogés des titres. On les appelait DG. Ils n'ont jamais été DG d'une quelconque entreprise. On les appelait PDG, président de conseil, président directeur général. Ils n'ont jamais été PDG dans une quelconque entreprise. Et pourtant, ils brassaient des centaines de millions, voire des milliards. Je crois bien qu'à ce niveau-là, on doit nous poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que subitement, on parlait de Doro Gueye? Subitement, on parlait de je ne sais pas qui, des gens que moi-même je ne connaissais pas. Et on ne les connaît pas. Vous soupçonnez un lobbyiste, c'est des lobbyistes? Oui, c'est-à-dire, si on vous parle d'Ababacar Ngom de Selima, vous dites oui, c'est un entrepreneur qui est à la tête d'une entreprise qui a plus de 40 ans. Oui, 40 ans, oui. C'est longtemps. Quand on vous parle de Enema Sanders ou véritablement de Serigne Boub, vous dites que ce sont des entrepreneurs que l'on connaît. Mais ce sont des gens qui sortent de nulle part, que l'on ne connaissait pas du tout. On ne les a jamais vus employer une personne. Ça rappelle les oligarques en Russie. Oui, mais quand même, les oligarques, ça, on le sait. Ils avaient des entreprises. Oui, mais quand même, Poutine a fait le libre choix, véritablement, de faire d'eux des milliardaires. C'est comme l'ancien patron de Wagner, comment il s'appelle, Prigogine, qui était le restaurateur du Kremlin. Et pourtant, Poutine l'a fait sortir des cuisines pour faire de lui véritablement un multimilliardaire, mais encore chef d'une milice armée. Donc je crois bien que de ce point de vue-là, on peut comprendre. Mais quand même, chez nous, doyen, on se lève, du jour au lendemain, on entend tel nom, on entend tel autre nom. Et malheureusement, ce ne sont pas les gens des médias, ce ne sont pas les journalistes qui dénichent ces gens-là. C'est dans le monde du showbiz qu'on parle d'eux. Parce que c'est des distributeurs de billets automatiques. Je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse changer de paradigme si nous voulons réellement faire avancer notre pays, si nous voulons réellement créer des entreprises dans lesquelles travailleront des jeunes, si réellement nous voulons relever le plateau médical de nos hôpitaux, si réellement nous voulons des rendements assez importants dans des domaines ou dans des secteurs primordiaux comme l'agriculture, l'élevage, etc., etc. Mais quand même, il faut une gestion sobre et vertueuse des finances publiques. Véritablement. Alors, Birahim Seck qui travaille beaucoup dans le secteur de la transparence et tout, quand même, quand il va jusqu'à se poser des questions, est-ce que ça veut dire que peut-être la procédure est entachée peut-être d'un certain nombre d'irrégularités? Bon, malheureusement, je n'ai pas eu. Vous n'avez pas vu. J'ai pas eu la chance depuis ce matin d'avoir lu il a émis des réserves par rapport qu'on cible seulement Farba. Pourquoi pas les autres? Non, mais ce n'est pas seulement Farba parce qu'on parle. C'est Farba qui est le plus connu. C'est Farba qui, pendant 12 ans, véritablement était sur les starting blocks. Il était le griot attitré du président de la République. C'est Farba qui était au charbon, c'est Farba qui était sur le plateau, c'est Farba qui, au niveau véritablement du Fouta, s'est battu, etc., aux côtés du président Macky Sall, peu importe les moyens. Donc c'est le plus connu. Mais il y a également Tahirou Sarr. Oui, il y a Tahirou Sarr qui est cité. Et qui est cité pas seulement dans cette affaire, mais dans plusieurs affaires. Surtout relativement même à la maison de femmes qui était pour le président de l'Assemblée nationale. Donc je crois bien que ce sont des gens, même l'affaire du titre foncier concernant les 94 milliards avec Mamour Diallo, on a cité également le nom de Tahirou Sarr. Quel est son niveau d'implication dans ces dossiers-là? Est-il véritablement coupable de quoi que ce soit? C'est là où véritablement la procédure est importante et intéressante. Il faut quand même que l'on puisse laisser la justice faire son travail, mener véritablement son travail. Ce sont des magistrats professionnels qui sont véritablement dans le parquet financier et véritablement dans les autres juridictions qu'on les laisse véritablement mener le travail et pouvoir situer les responsabilités. Justement, Mamadou, justement, quand Birahim Seck lui aussi quand même travaille au Forum civil, comme vous le savez, une société civile où fait beaucoup d'alertes, quel que soit le régime d'ailleurs en place. Là aussi, peut-être les interrogations qui se posent, c'est par rapport au fait qu'il faut éviter de manipuler politiquement ces affaires-là. C'est-à-dire qu'on les traite, mais on les traite avec les règles. Comme par exemple ce faux communiqué qui était sorti avant, qui était plein de fautes et tout. On ne sait pas qui a fait ce genre de communiqué, c'était juste pour balancer déjà l'info avant que les gens ne soient au courant.
Non, moi je trouve que, bon, je sais, honnêtement, je ne connais pas tellement l'état d'esprit de Birahim Seck, mais là, je trouve que c'est absurde, c'est comme posture. Je ne peux pas être une société civile, être dans la transparence, lutter contre la corruption et me positionner de cette manière. La position véritable de toutes les coalitions qui luttent contre la corruption, c'est de soutenir la CENTIF, par exemple, c'est de l'encourager. C'est d'encourager la justice à aller jusqu'au bout. C'est ça la posture. Un juge d'Em qui s'est battu pour la transparence, pour la citoyenneté, mais il devrait soutenir ce processus de transparence. Il ne doit pas s'aborder ce processus-là. Il n'y a pas de politisation. Pour moi, c'est ça la grosse erreur. Voilà, en fait, c'est ça. Il n'y a pas de politisation. Pour vous, il n'y a pas de politisation. Mais non. Les conséquences seront politiques. Mais l'affaire, pour le moment, l'argent de Farba Ngom, là, ce n'est pas politique. Il a une société écran. Il est impliqué dans une procédure douteuse. C'est à ce titre qu'il est interpellé. Il n'est pas interpellé en tant que député ou en tant qu'APR. Quelqu'un qui gère de l'argent public, non. Mais d'autant que c'est de l'argent public qui est parti dans sa société. Dans sa société. Mais quand même, Birahim, comme juge d'Em, il devrait soutenir cette procédure légale. Maintenant, la politique, pourquoi moi je l'écarte? Tant que le Farba est impliqué dans des affaires, mais la justice doit appeler Farba pour savoir quelle est sa responsabilité. C'est la même chose pour M. Sarr. C'est la même chose pour tous les... Il n'y a pas que Farba. Hein. Si vous consultez les rapports, vous voyez bien qu'il y a plusieurs sociétés écrans. Le malheur de Farba, c'est qu'il est au centre de plusieurs sociétés écrans. Mais il y a d'autres sociétés écrans qui sont impliquées. On n'est qu'au début d'une procédure. Donc ça veut dire que pour moi, le Forum civil comme le juge d'Em, même l'APR... Oui, l'APR, parce qu'ils sont en train de se réunir là, mais pour parler de riposte politique. Si tu ne veux pas la transparence, je peux comprendre. Mais si tu veux la transparence, qu'on justifie les 125 milliards du trésor public, mais il faut appuyer la justice. Mais qu'est-ce que l'APR peut faire politiquement? Mais politiquement, si tu es pour la transparence, la bonne gouvernance, tu devrais dire à Farba d'aller répondre à la justice. Il doit lui-même prouver que voilà, qu'il a agi suivant des normes qu'il a respectées. Tu le pousses à aller vers la justice, vers la vérité, vers la transparence. Mais parce qu'on n'est pas du tout sur le terrain politique. S'il était interpellé en tant que militant APR ou en tant que député, mais là je peux comprendre que l'APR se barricade pour soutenir son responsable politique. Mais là, il crée la confusion entre la responsabilité pénale de Farba et le militantisme de Farba. Alors qu'il faut distinguer les deux. Les conséquences maintenant seront politiques. C'est-à-dire que si Farba est impliqué dans l'affaire, qu'il est jugé, qu'il est condamné, mais c'est évident qu'ils vont perdre quelqu'un de politique qui est important pour leur appareil politique. Pour moi, vraiment la grosse confusion qu'il y a aussi bien au niveau des politiques que de la société civile, c'est qu'on n'est pas conséquent. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez la transparence, que l'on justifie les dépenses publiques et vous opposer au processus qui mène à l'éclatement de la vérité. Vraiment, s'ils veulent réellement la transparence, je pense qu'il faut soutenir la procédure judiciaire, soutenir la justice, aller jusqu'au bout. C'est à la justice de dire qui est fautif, qui n'est pas fautif. Ce n'est ni à la paire de dire ça, encore moins au PASTEF. Donc, pour moi, la société civile, je ne comprends pas des fois le double jeu qu'ils jouent, honnêtement. Quand moi je vois le Forum civil, sur le plan international, toutes les coalitions qui luttent contre la corruption soutiennent les procédures. Soutiennent les procédures. Le Forum civil doit soutenir cette procédure et ne pas faire croire aux gens qu'ils défendent Farba ou qu'ils défendent des sociétés écrans. On n'a pas pour le moment entendu Alioune d'ailleurs qui souvent réagissait. Mais Ablaye, l'APR, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est peut-être une occasion de se remobiliser là. Apparemment, c'est chercher un moyen de se remobiliser. C'est là une grosse occasion. Oui, ça pouvait être une occasion, mais je crois bien que ce ne sera pas le cas.
Parce que l'affaire Farba, à mon avis, ne saurait créer les conditions de retrouvailles véritablement de ces foyers dormants de l'Alliance pour la République. Et parce que tout simplement, peut-être que dans cette affaire-là, d'autres Farba peuvent sortir, hein, on ne sait jamais. Les enquêtes peuvent révéler d'autres Farba qui sont bien nichés véritablement dans les farberies. Voilà, dans les farberies qui sont dans l'affaire. Donc, mais je crois bien que si aujourd'hui le président Macky Sall se retire normalement de la présidence de l'Alliance pour la République, jusqu'à quand on ne sait pas, jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a aucune initiative pour réorganiser les instants de la paix. Voilà. Il n'y a pas de chef. Il y a des tractations. Actuellement, c'est malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est une armée mexicaine. Parce que qui est le second de Macky Sall après son départ de la présidente de la paix? Mariam Faye avec lui. Et Mariam Faye est à ses côtés au Maroc. Je crois bien que ce n'est ni Mansour Faye, ce n'est ni Abdoumbaou, ce n'est ni Benoît Sambou, ce n'est personne d'autre. Il n'y a personne. Après Macky Sall, c'est le déluge, véritablement, pour reprendre Louis XIV. Donc, je crois bien que, de ce point de vue, je crois bien que il faut quand même que cette formation politique puisse aller dans le sens de se réorganiser d'abord. Je crois bien qu'il faut que cette formation politique travaille à sa réorganisation partant des bases même, partant des sections, partant des comités, pour que l'on puisse au moins incarner un autre leadership politique dans cette formation politique. Mais là, je crois bien que ce sera peut-être l'appel à ce rassemblement à leur permanence. C'est peut-être l'un des premiers rassemblements depuis la perte du pouvoir, même s'il y a eu quelques rassemblements assez sporadiques. Mais je crois bien que tous les responsables de l'Alliance pour la République ne se retrouveront pas dans cette affaire Farba Ngom, surtout que d'autres responsables de la paix attendent également leur tour parce qu'ils sont nombreux à avoir été épinglés dans le cadre véritablement des rapports rendus publics par les différents organes de contrôle, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit l'OFNAC, que ce soit l'Inspection générale d'État. Donc je crois bien que le rapport sur le fonds force Covid-19 est encore là. Il y a également d'autres rapports. On attend le prochain rapport de la Cour des comptes. Donc, je crois bien qu'ils peuvent se retrouver. Mais c'est pour justement crier, afin que les médias puissent relayer leurs propos. Mais il ne saurait pour moi y avoir une organisation bien planifiée, avec véritablement une mobilisation que l'on retiendra par rapport au nombre. Parce que tout simplement, je crois bien que tout le monde ne se retrouvera pas dans un combat par rapport à une procédure enclenchée contre un député, une procédure qui est la plus normale et qui respecte véritablement tout en termes d'interprétation liée à la loi, par rapport véritablement aux prérogatives qui sont du ressort de l'Assemblée nationale suite à la saisine justement de l'autorité, à savoir le garde des Sceaux. Donc de ce point de vue, je crois bien que pour moi ce serait peine perdue. Je crois bien que le combat c'est pour moi autrement et véritablement travailler même à la reddition des comptes afin que l'on puisse situer les responsables. Qui est fautif, qui n'est pas fautif, qui est innocent, qui est blanc comme neige. Je crois bien que là, il ne devrait pas y avoir de bémol. Justement, merci Ablaye. Peut-être c'est l'occasion rêvée pour la paire de se réunir, hein, parce que là, je pense qu'ils cherchent un prétexte pour resserrer les rangs, peut-être après le départ de Macky et surtout son retrait. Je trouve que c'est une mauvaise occasion. C'est une très mauvaise occasion. Farba est à la base des malheurs qui sont arrivés à la paix. Farba fait partie des gens qui ont disloqué la paix. C'est des farberies, quoi. Non, je veux dire que c'est Macky Sall qui aujourd'hui récolte toute sa mauvaise politique. Il était un peu le bras droit. C'est plus qu'un bras droit. C'est lui qui gérait l'argent, par exemple. Voilà, c'est ce que ça donne. Ils ont géré 12 ans. Il n'y a que Farba qui symbolise la jouissance sauvage de la paix. C'est lui seul. Et les autres n'étaient pas censés forcément être au courant. Mais les autres, à part Moustapha Diop à Kaolack, mais Farba distribuait l'argent. Il corrompait les militants. Il n'a jamais eu une responsabilité politique au niveau de Matam. C'est l'argent qu'il a utilisé.
Et je pense que là, je vois mal d'ailleurs les véritables militants et responsables de l'APR s'associer à une mobilisation pour défendre Farba. Ce serait pour moi une grosse surprise que ceux qui ont vécu le mal que Farba a fait au niveau de l'APR, la dislocation, et même ils ont été tellement réduits à des moins que rien. 12 ans. À l'Assemblée nationale, il y avait combien de cadres de l'APR? C'est Farba qui était le représentant de Macky à l'Assemblée. À la limite, c'était le flic qui surveillait les uns et les autres. Tout le monde se souvient de la fameuse réunion des députés de l'APR. Il a fait signer des responsables politiques des papiers comme quoi que, il faut me donner des garanties que vous allez accepter la décision du président de la République. Farba fait partie des mots de l'APR. Et je vois mal des responsables politiques, en tout cas engagés, aller soutenir Farba dans ses ultimes bêtises. Je vois mal. Maintenant, c'est vrai qu'il a certains alliés, comme Aïssata, mais même Aïssata est mal à l'aise. Elle sera très mal à l'aise dans cette histoire de Farba. Elle sait le mal que Farba a fait à l'APR. Bon, maintenant, c'est vrai que certains, quand même, vont être solidaires. Ils ne peuvent pas le laisser comme ça. Ils ne peuvent pas. D'autant plus que d'autres têtes pourraient tomber aussi, ou de l'APR. Ben, je veux dire que par humanisme, ils ne peuvent pas le lâcher. Donc, ils vont le soutenir pour que l'accompagner, l'assister. Ben, c'est une grosse épreuve aussi pour Farba, parce qu'il n'a jamais été mêlé à la justice de cette manière, jusqu'à tous les risques qui pèsent aujourd'hui sur lui. Très bien. Ben, donc je ne pense pas qu'il y ait une mobilisation, d'autant que l'opinion va encore bannir l'APR. Si jamais ils font l'erreur de défendre Farba devant cette situation-là, ils vont encore se couper des populations. Ils vont se couper de l'opinion. Et je crois qu'ils doivent mieux réfléchir, pousser Farba à aller devant la justice pour se défendre. Je pense que c'est la meilleure posture. Tu es mêlé à des histoires, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Va défendre, nous on va avec toi pour défendre ton dossier, pour que tu sortes grandi de cette épreuve. Je pense que c'est l'option la meilleure pour l'APR. Bon, maintenant, comme Abdoulaye l'a dit, la reconstruction, déjà, vous voyez les dégâts que Farba pose. C'est comment tu peux reconstruire l'APR avec Farba. Avec Farba, voilà. Abdoulaye, justement, c'était pas la première fois. Vous vous rappelez que son verger avait été visité même. On a une perquisition musclée. Est-ce qu'on ne cherche pas d'argent d'ailleurs? C'est pas nouveau, ces déboires. C'est toujours des possibilités. C'est toujours des possibilités. Soit on cherche de l'argent, soit on cherche des documents. Oui, dans tous les cas, défoncer les portes. Quand les enquêteurs se lèvent, c'est parce qu'en réalité, ils ont des pistes. Ils ont des éléments. C'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas délibérément une maison pour véritablement la visiter. Je rappelle que nous avons, autant dans la police, autant dans la gendarmerie, des enquêteurs chevronnés. Leur réputation a fini de dépasser les frontières du Sénégal. Donc je crois bien qu'ils sont très renseignés. Voilà, très renseignés. Maintenant, là où on en est, Farba Ngom, il s'est fait un nom. En tout cas, on l'a vu tout puissant, très puissant du point de vue financier. Il n'a jamais occupé de poste. Je crois bien que, quoi qu'on puisse dire, si on était capable vraiment de dire que Karim Wade a volé 6 000 milliards au Sénégal, ensuite pour se retrouver avec 692 milliards par la suite, si on a été capable vraiment de sucer totalement Bibo Bourgi, au point de le spolier de tous ses biens, quand on a été capable de dire que ce sont les Diassé, Bibo Bourgi, Karim qui se sont partagés l'aéroport avec la création de sociétés SHS, AHS, je crois bien que nous avons tout entendu dans ce pays-là. Pourquoi j'entre aujourd'hui, dès qu'on parle de reddition des comptes, certains pensent vraiment à une chasse aux sorcières. Je crois bien que une reddition des comptes, je crois bien que c'est ce qui fait la différence par rapport aux pays développés.
un préfet au niveau de la France dépasse une petite somme d'argent, ben Hassan, il est poussé à la démission. Une première ministre d'un pays nordique d'Europe a confondu sa propre carte bancaire et la carte bancaire de l'État. Voyez-vous, elle a dû payer. Oui, elle a dû payer. Ça lui a créé énormément de problèmes. Donc, alors que chez nous... Même si vous faites embaucher votre épouse... Voilà. Chez nous, Sarkozy, il en est à son 5e procès. C'est un ancien président de la République. Il a été mis sous bracelet électronique. Il a été condamné. Bien sûr. Là également, il y a un autre procès qui a été ouvert concernant les financements libyens sous Kadhafi. Chez nous, on parle de milliards. Les gens véritablement créent une levée de bouclier pour dire que non, on n'a pas le droit véritablement de parler de telle personne. Alors que la personne est soupçonnée d'avoir détourné des centaines de milliards. Nous, on ne sait pas ce que l'on veut réellement. Hassan, nous, on ne sait pas ce que l'on veut. Oui, la personne est soupçonnée. Nous, on n'a pas dit que la personne est coupable. Est coupable, il y a une différence aussi. Voilà. Mais quand même, ceux qui l'ont soupçonné ont les moyens de vérifier si la personne est coupable ou non. Très bien. Merci à tous les deux. J'espère qu'il y a des procédures vont se poursuivre dans la plus grande discrétion. C'est ce qu'on souhaite également. Que la justice puisse travailler en toute sérénité par rapport à la diligence à apporter à toutes ces affaires-là, et que tous ceux qui sont peut-être soupçonnés de quelque chose avec des indices graves et concordants pourront répondre devant la justice en toute sérénité, dans le respect de leur dignité en tant que personne. Merci, on avance un peu, donc il reste 15 minutes. Justement, Moudou, il y a cette affaire aussi, cette réaction du Premier ministre Ousmane Sonko par rapport au rapport de la Cour des comptes qui a été transmis. Vous savez qu'il s'agissait de voir un peu si les chiffres avancés étaient exacts ou pas, il y avait falsification des chiffres. Alors la Cour a déjà fait son travail, la Cour des comptes, et a maintenant transmis au Premier ministre pour des observations. Alors le Premier ministre dit qu'il y a plus grave même que ce qu'il avait dit, et que les Sénégalais vont se rendre compte bientôt à quel point il y avait un bradage de nos ressources et il y avait falsification également des chiffres. Moi, disons que pour moi, c'est pas surprenant. Ousmane Sonko, je pense qu'il a toutes les informations, qu'il n'y a pas de doute que l'état des finances publiques est mauvais, il n'y a pas de doute qu'il y a une mauvaise gestion. Les problèmes qui se succèdent depuis quelques semaines montrent que il y a des failles dans la gestion des deniers publics, et ça ne m'étonnerait pas, encore une fois, que Ousmane Sonko soit confirmé par le rapport. Et je dois souligner aussi que ce n'est pas seulement Ousmane Sonko. Les gens se trompent beaucoup parce que Ousmane Sonko a la parole du gouvernement, a la parole du... Mais c'est le président de la République. Diomaye n'est pas le genre à s'amuser avec l'État, avec les finances publiques. Il sait qu'il doit relever un challenge énorme. C'est pour ça que les audits qu'il a fait, c'est des audits croisés. C'est quelqu'un qui s'est appuyé sur des audits, sur les rapports de l'inspection des finances publiques, sur les rapports des corps de contrôle. Ils ont travaillé sur toutes ces questions pour dire voilà l'état du pays. Mais maintenant, Diomaye n'est pas le genre à aller vers la presse pour divulguer les informations qu'il a reçues. Et Ousmane Sonko, c'est lui la parole du chef de l'État, la parole du gouvernement. Mais je suis sûr et certain qu'il est en intelligence avec le chef de l'État et que ce qu'ils ont trouvé là-bas, peut-être qu'ils sont surpris par l'ampleur de la mauvaise gestion. Ils pouvaient penser que tel s'est enrichi, tel a fait mauvaise gestion, etc. Mais si au niveau de l'État, parce que c'est ça aussi l'enjeu des propos d'Ousmane Sonko, c'est-à-dire si le mal est général, mais c'est surprenant. Parce que quand même, si toute notre administration a été mal gérée, je pense que... En tant que jeunes cadres, des gens qui n'ont jamais occupé des responsabilités politiques, qui se rendent compte que les dégâts sont si énormes, ils peuvent être surpris.
Et à mon avis, ce n'est pas Ousmane Sonko, encore une fois, c'est le président de la République qui veut être quitte avec sa conscience. C'est Diomaye qui veut être quitte avec sa conscience. Il l'a dit, le Premier ministre. Celui qui a diligenté tout ça. Mais c'est lui, en tout cas Ousmane Sonko l'a dit clairement, qu'il ne peut pas engager son mandat par un mensonge. Mais ça, c'est un sermon. On n'a jamais vu un président de la République quand même s'engager à ce point-là. Et je crois que, comme Ousmane Sonko avertit encore que ça va peut-être être scandale, un second scandale. Mais je pense que, moi je ne doute pas que la situation est grave, parce qu'il y a tellement d'indices que... Ça m'étonnerait qu'eux, ils fabriquent sur le dos de Macky Sall des chiffres. Ça m'étonnerait. Des chiffres. Très bien. Merci beaucoup, Mamadou, justement, sur ce chapitre. Ablaye, le Premier ministre, qui déjà nous révèle en filigrane que la Cour des comptes l'a confirmé. Parce que nous, c'est ce que nous attendions de voir. Est-ce que, oui ou non, la Cour des comptes allait confirmer ou infirmer ce que le Premier ministre a avancé? Oui, la première de l'information aux autorités d'abord. Le président de la République, ensuite le Premier ministre, en tant que patron véritablement de l'exécutif. Je crois bien qu'il est vrai que les propos d'Ousmane Sonko, oui, donc on dit que ça nous a créé des problèmes sur le plan financier. Parce que le FMI a renoncé à financer. A reporté, voilà, c'est ça. Et prévoir de décaisser à partir de juin 2025, même s'il faut rappeler que le conseil d'administration du Fonds monétaire international n'a pas encore pris une décision finale, une décision ultime. Donc, ça peut véritablement être février 2025 même, en termes de décaissement. Parce qu'en réalité, le FMI attend de voir si les chiffres annoncés par le Premier ministre véritablement ont été des chiffres erronés, parce que c'est sur la base de ces chiffres erronés que près de 700 millions de dollars véritablement ont atterri véritablement dans les coffres forts de l'État du Sénégal. Voilà. Donc, Ousmane Sonko, je vois mal l'intérêt pour lui d'aller dans le sens de faire une fausse communication, tout en sachant qu'il sera contredit par la Cour des comptes. Je crois bien que de ce point de vue-là, si véritablement le FMI se comporte ainsi, d'autres États avec de nouveaux régimes qui arriveront seront frileux de donner les véritables chiffres si par extraordinaire leurs prédécesseurs avaient véritablement mis sur la table de faux chiffres. Donc je crois bien qu'à ce niveau-là, au nom de la vérité, je crois bien qu'il fallait aller dans le sens, en tout cas, de féliciter en partie les autorités sénégalaises en attendant de voir véritablement le rapport définitif qui est du ressort de la Cour des comptes. Maintenant, depuis la Mauritanie, il annonce les couleurs, on attend, parce que la publication avait été reportée il y a quelques jours, et parce que tout simplement il y avait un magistrat qui était le président de la Chambre des collectivités territoriales qui nous avait quittés. Donc je crois bien que l'institution même avait rendu public justement une déclaration pour démentir le sieur Djambal Diagne par rapport véritablement à des propos, en tout cas tenus, en tout cas dans le cadre de son journal. Donc je crois bien que maintenant, ce qu'il faut, c'est, à mon avis, attendre la Cour des comptes. Ce sera très bientôt, la date est imminente pour que l'on puisse savoir si effectivement les chiffres annoncés ont été des chiffres falsifiés. Et pire, si véritablement c'est encore plus grave par rapport aux déclarations faites par le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc chez nous, nous sommes toujours frileux par rapport à la vérité, parce que nous avons un problème avec la vérité. Ah bon? Oui, nous avons par moments un problème avec la vérité. Il faut quand même que l'on puisse nous dire la vérité, quoi qu'il nous en coûte, il nous faut véritablement la vérité. Et à partir de la vérité, je pense qu'on peut reconstruire autrement notre pays. Parce que quand on parle d'assainissement des mœurs, c'est qu'à ça, commençant par moi, on a toujours peur de la vérité. Il faut quand même que la vérité se dise, il faut quand même que la vérité éclate pour que l'on puisse savoir ce qu'il en est réellement, et ça nous permet de mieux avancer. Tout à fait. Oui, la vérité, justement, c'est important. Après, avancer peut-être sur de nouvelles bases avec tous les partenaires
du Sénégal, notamment les partenaires stratégiques comme le FMI et la Banque mondiale. Nous en avons besoin parce que sinon il faut se ravoir sur les finances privées avec des taux d'intérêt quand même assez élevés. Et véritablement, c'est ça aussi le problème. Alors, on avance au dernier chapitre rapidement, peut-être l'insécurité. Une criminalité galopante dans notre pays, Maodo, avec exécutée souvent par des gens apparemment normaux. Il y avait, au fil un moment, on parlait beaucoup des agresseurs et tout, mais maintenant, c'est carrément, c'est comme chacun est un potentiel agresseur. On voit des personnes tout à fait normales, entre guillemets, et qui se mettent à commettre des actes incompréhensibles, comme ce qui s'est passé à Malika tout dernièrement avec l'assassinat de cette jeune fille-là, qui refusait de se faire violer. Non, mais je crois que, bon, on prend conscience que notre société est malade, voilà, surtout ça. Les viols, les assassinats, c'est dans les familles ou dans les parages les plus proches. Donc le mal est dans notre société. Mais même ceux qu'on appelle agresseurs, ils sont de notre société, ils sont de nos familles. C'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos cousins. C'est le crime et les criminels, ils sont toujours à l'intérieur de la société. Maintenant, c'est vrai que l'ampleur inquiète quand même, que des gens qui vous connaissent, qui connaissent l'enfant, par exemple ce dernier cas, cet enfant est l'ami de sa propre fille, qu'il soit aussi violent par rapport à une gamine, ça dit que ça pose problème quand même. Hein. Il y a un dérèglement quelque part. C'est le dérèglement social Moi, le problème, peut-être que c'est vrai que l'ampleur inquiète, mais c'est qu'on n'a pas pris l'habitude de parler de nos problèmes. C'est tout ça. On ne discute pas de nos problèmes dans nos familles. On doit s'ouvrir à quelqu'un. On n'en parle pas. Parce qu'il y a des gens qui souffrent en silence. Il y a des gens, voilà. Surtout les hommes. Souffrance, elle est interne. Chacun garde sa souffrance. Quand même. Parfois, ça fait mal. Tu ne veux même pas que ton malheur soit discuté dans ta famille. Sinon, on va en parler ailleurs. Cette pudeur-là. Je pense qu'il faut peut-être que les médias s'orientent vers quelque chose qui puisse libérer la parole. On n'a pas libéré la parole dans nos familles. Parce qu'il n'y a pas de cabinet de psychologue visible. Et puis les Sénégalais n'ont pas cette habitude. Mais même Ablaye disait tout à l'heure, c'est ça aussi le problème de la vérité. Ça dit que ton oncle te viole, on n'en parle pas. Parce qu'on n'ose pas dire la vérité à la famille. Pour protéger un peu. Il y a des filles qui se suicident à cause de ça parce qu'on les a engrossées. Il y a d'autres qui vont tuer leur enfant parce que celui qui a engrossé, c'est un parent proche. C'est peut-être même le père ou le frère. Je pense qu'il faut libérer la parole, maintenant l'organiser. Et je crois que c'est bien que tu en parles, mais c'est encore mieux si les médias en faisaient des débats. Parce que c'est important. Des débats. C'est extrêmement important. Par exemple, tout à l'heure, c'est vrai, on n'a pas vu cet aspect. C'est le cas de Farba, ou les gars qui détournent de l'argent. Mais dans nos familles, les gens ne se rendent pas compte. Quand tu es l'objet de débats au niveau national comme ça, mais qu'est-ce que tu représentes dans ta cellule familiale, dans ton quartier, dans ton village? On n'en parle pas. Mais ta famille souffre. Elle souffre. Tes proches souffrent. Il y a déjà une condamnation sociale. Alors que dans nos véritables traditions culturelles, nos grands-mères avaient quand même l'intelligence de pouvoir parler de tout intelligemment et de trouver des solutions endogènes. Très bien. Merci, Maodo. Alors, Ablaye, justement, on termine avec vous sur ce chapitre-là, l'insécurité, la criminalité, les violences. C'est qu'en fait, nous vivons avec beaucoup de stéréotypes, des blocages qui sont culturels, qui sont sociétals. Moi, j'étais en train de travailler sur la prise des comprimés, là, volets, autre chose, là, mais très prisé par les jeunes filles.
Ah bon? Oui, très prisé par pas mal de jeunes filles. Extraordinaire. Je crois bien que ces formes de drogue-là, Hassan, on ne s'en rend pas compte, mais ce sont ces formes de drogue qui participent à créer autant de violence. Si, parce que quand on Autant de violence. Après on se contrôle. Oui, certains vont dans les pharmacies et prennent des comprimés qui sont destinés à des personnes qui ont des problèmes psychiques. Si. Oui. Des névrosés. Oui, voilà, etc. Mais on ne s'en rend pas compte. Schizophrènes. On s'en rend pas compte. Et ce sont des jeunes qui s'enferment dans des appartements, qui prennent ces genres de drogue-là. Mais ils sont capables de violer une petite fille, malheureusement, de 5 ans. Bien sûr, parce qu'on ne se contrôle plus. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça le drame. Ah ben l'insécurité, quand ça nous Puis prend. aussi, il y a l'aspect éducation. C'est-à-dire qu'on n'éduque plus. Au vrai sens du mot. C'est-à-dire on n'a pas le temps. Il n'y a pas d'éducation. On cherche dans l'argent. Une société qui n'éduque pas Hassan, c'est très grave ce qui nous arrive. Hein, parce que le seul pilier que tu as, c'est l'éducation. Et on n'éduque pas les gens. C'est le seul levier. Mais si tu ne les éduques pas, ils ont d'autres valeurs. Et puis avec les réseaux sociaux là, c'est très difficile aussi de canaliser les jeunes. Parce que les gens se cachent et regardent un peu des films, les pornos, tout quoi. Très difficile. C'est très difficile. Il faut contrôler. TikTok en Chine, Oui. Ce n'est pas la même chose en Afrique. Ah bon, alors que c'est chinois? Oui, chez eux, les enfants, Oui. quand ils ouvrent l'application, Oui. on leur apprend les mathématiques, la physique, comment réparer des téléphones, comment fabriquer. Mais c'est ça qui est important. Mais chez nous, ce n'est pas contrôlé. Ce que l'adulte regarde, c'est ce que l'enfant de 5 ans. C'est Adamo, c'est. Voilà, malheureusement. Ah oui, c'est ça. Et je pense qu'il faut aller vers ces systèmes de régulation positif, système positif de régulation de TikTok et autres plateformes digitales qui également font des ravages. Les gens regardent tout ce qui n'était pas observé. Parce que même là, par exemple, il a raison. Oui. C'est que même pas que les Chinois, ça dit que les gens, ils ont l'intelligence quand même de mettre un contenu. Voilà. Mais nous, on n'a pas cette capacité de mettre un contenu. Il y a même des tablettes pour jeunes. On utilise le contenu des autres. Oui. Avec des héros blancs. Ça pose problème. C'est quand même difficile. Merci en tout cas à tous les deux, Mamadou Cheikh Abdoulaye Mbow, nos chroniqueurs. Donc, à la une, merci à notre technicien du jour, Mbengue Dieng. Je salue aussi Béchir et Diao à la 97.5. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à 18h pour un autre numéro de la une. D'ici là, portez-vous très très bien. Merci et au revoir.